C'est sur quel site qu'on peut retrouver tout ça? Sur quel site? Blog. Ignace.com. Ah bon, c'est nouveau. Non, ça c'est des choses que chez moi aussi pendant des années ont un petit peu mûri, un peu à la fois. Ah Hein. oui, oui, c'est encore comme toujours ça la que ça même marche. finalement. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. Bah, ce que je vais peut-être dire, c'est peut-être déjà un petit peu de ce qu'on a déjà dit. Et comme Ignace dit, ben, c'est encore dit par une autre personne. Et ici, je vais parler justement des cultures associées de la méthode Gertrude Frank. Je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui ont entendu parler de ça. Ben voilà, c'est aussi quelqu'un qui dit des vérités, qui rejoint ce qu'on a déjà dit, ce que Ignace a dit. Et bon, disons que j'ai encore abordé d'autres choses, mais pour elle aussi, la vie du sol, c'est ça qui est primordial dans le jardin. Alors, tout d'abord, qui était cette personne, Gertrude Frank? C'était l'épouse d'un producteur allemand de semences. Donc, c'était un semencier à taille familiale. Et son mari avait pas mal de connaissances théoriques, en pratique aussi, des plantes, parce qu'il étudiait tout ça, il faisait pas mal de semences de toutes sortes de plantes et connaissait aussi les propriétés de chaque plante. Et elle, à ses côtés, elle a beaucoup observé et essayé dans son jardin. Bon, cette dame est âgée, enfin, elle était âgée, elle est décédée en 1996, donc 96 pour les Français, et elle est décédée à 93 ans, donc 93 ans. Donc pendant au moins 30 ans, elle a beaucoup expérimenté dans son jardin, et elle a toujours tenté d'être le plus proche possible de la nature. Et beaucoup observé. Gilbert nous disait ça aussi. Avant de s'agiter dans tous les sens et prendre des produits, faire regarder, observer et voir ce qui se passe. Et on comprend alors beaucoup de choses qui se passent tout seul, sans intervention humaine. Alors, les gros traits de sa méthode, c'était un sol jamais nu. Donc ça, je pense que vous avez déjà rabâché les oreilles avec ça aussi. Et elle aussi voyait que les plantes ne poussaient jamais seules. C'était jamais une seule plante que dans la nature, lorsqu'on laissait ou on observait, eh bien que c'était des groupes de plantes, voilà, qui se mettaient ensemble. Et elle avait comme l'impression qu'en général, les plantes s'entraidaient. Donc, que c'était plutôt positif. Donc, ces plantes s'auto-organisent entre elles pour s'aider. Alors, dans sa méthode, c'est aussi un travail minimum du sol. Donc, vraiment, si c'est nécessaire, un peu comme Ignace disait, si votre terre est souple, c'est pas la peine d'aller s'éreinter, d'aller casser tout cet équilibre naturel. C'est peut-être au début, quand notre terre n'est pas encore tout à fait vivante, qu'il faudra peut-être un peu l'aérer. Mais après, tout ça, les matières organiques et les matières vivantes qui sont dans le sol vont faire que le sol reste souple. Donc, et jamais retourner le sol. Donc, si jamais il faut intervenir, essayer de respecter la structure naturelle du sol, pas mettre le dessus en dessous, et vice-versa. Alors, dans sa méthode, il y a aussi l'utilisation de plantes engrais. Pourquoi? Afin de réduire au minimum les intrants, donc on appelle intrants, les fertilisants, ceux qu'on importe de l'extérieur.
pour elle, il y a plein de choses au jardin, dans notre environnement proche, que l'on pourrait utiliser. Il faut se prendre la peine d'aller cueillir, mais il y a plein de fertilisants autour de soi, sans devoir en apporter en masse de l'extérieur. Alors, comment elle a procédé pour en venir à tout ça? C'est comme j'ai dit, bon, elle a d'abord fait beaucoup d'observations. Elle a constaté que lorsqu'on décape par exemple un terrain, on le met à nu, ben que très vite la végétation revient. Donc c'est une réaction naturelle d'un sol. Pourquoi? Parce qu'il y a des graines, des semences, voilà. Un sol ne doit pas rester nu. Et quand on observe la végétation qui revient, ben, on a vraiment un peu de tout. Et il y a certaines plantes qui vont prendre le dessus, qui seront plus grandes, et d'autres plus petites, plus faibles, qui vont disparaître, qui vont être en attente pour avoir de meilleures conditions pour elles. Et tout ça, ça dépend un peu de l'environnement où on se trouve aussi. Alors elle a étendu ça pas que aux légumes, parce qu'on pourrait dire, tiens, association, donc je vais associer poireaux, carottes, oignons. Non, non, elle a étendu ça le plus large possible. Donc aussi bien légumes que mauvaises herbes, que les fleurs, les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Donc alors, puisqu'elle avait matière, hein, puisque son mari cultivait toutes ses semences, donc elle avait l'occasion d'essayer de tout. Alors, après ces observations, son constat, c'est que dans la nature, aucune plante ne pousse seule. Donc ce ne sont que les humains qui ont commencé à faire de la monoculture. Pourquoi? Simplement pour se faciliter le travail, pour pouvoir travailler avec des machines, pour pouvoir récolter un seul légume ou céréales, et sans être embêté avec autre chose. Donc les gens qui font du blé, ben, ils ne font que du blé. Sur une autre parcelle, ils mettront autre chose. Mais mélanger des céréales, c'est un peu compliqué à gérer, à récolter. Mais j'entends maintenant que, quand je regarde sur des sites, qu'il y a beaucoup de fermiers maintenant qui font des semis avec, dans des sols, ils appellent ça semi-direct, dans des sols où il y a des engrais verts, et voilà, et ça pousse ensemble. Donc les engrais verts vont nourrir, par exemple, la céréale. Et le tout, c'est d'adapter les techniques de récolte. Et par exemple, si on récolte aussi des légumineuses, ben, ça peut servir aussi pour alimenter, par exemple, le bétail. Ce que dans la monoculture, on ne fait pas. On fait une chose, point barre. Alors, en général, elle dit que les plantes s'entraident, sauf quelques-unes qui ne s'entendent pas. Donc ça, c'est possible. Donc c'est vrai qu'il y a des associations défavorables, mais c'est vraiment minime, c'est vraiment peu. Alors, Gertrude Frank compare le monde végétal à un gigantesque filet, où chaque plante correspond à une maille du filet. Et quand on commence à enlever des plantes, voilà, et de que faire que quelques-unes, ben, elle compare ça à ce filet qui a plein de trous dedans et qui n'est plus efficace. Donc le filet, dans son ensemble, est affaibli. Donc c'est un peu l'image qu'elle représente du monde végétal. Et tout le vivant est enchaîné, lié les uns aux autres. Donc par des liens connus ou même invisibles. Parfois on peut constater des choses, mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Alors le végétal
l'animal, les bactéries, les champignons, les insectes, tout ça dans le sol, c'est intimement lié. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Ils ont tous besoin les uns des autres. Donc c'est ce que Ignace disait, que par exemple les champignons, les bactéries collaborent à nourrir les plantes, mais tout ça par des processus complexes qu'on n'arrive pas encore vraiment à comprendre, mais que la nature fait depuis des millénaires et bien avant l'apparition de l'homme. Donc toute cette vie s'est installée tout seul. Donc il a fallu le temps pour qu'il s'organise, pour que ça progresse. Et l'homme vient s'installer et dire, ben voilà, non, moi je fais comme ça, je mets des engrais chimiques, je fais ci, je fais là, je n'ai pas besoin des bactéries, je tue tout ça. Ben, on n'a pas encore compris grand-chose, tout ça. Donc, quand on commence à rompre cet équilibre, ben, on va vers un danger. Et même vers la limite des catastrophes. Quand on voit maintenant, pour prendre un exemple, le dérèglement climatique, ben voilà, on a commencé à émettre plus de carbone, voilà, et puis on constate que voilà, il y a plein d'interactions qui se font. Il faut le temps, hein. Mais il y a encore toujours des gens qui ne comprennent pas, qui continuent toujours à polluer, et voilà, et ne pas être raisonnable. Un autre exemple, qui n'est pas toujours très avoué non plus, c'est l'utilisation d'engrais de synthèse, qui elle aussi rompt cet équilibre millénaire que les bactéries, les champignons ont installé, et pour améliorer les sols au fur et à mesure. Et nous, on est occupé de détruire tout ça, de profiter de ce stock, mais on y tue la vie. Hein. Donc, ça va peut-être plus durer très très longtemps qu'on va voir qu'il y a de graves problèmes pour alimenter les plantes. Alors, elle a constaté que les plantes interagissent dans leur partie aérienne, donc par leurs odeurs, les essences qu'elles émettent, ne fût-ce que par leur présence, par un ombrage. Donc si on laisse pousser certaines choses, il n'y aura plus de lumière pour d'autres, donc automatiquement il y a des plantes qui disparaissent à cause des conditions physiques. Donc ça c'est au niveau aérien. Alors, il y a encore beaucoup plus d'interactions au niveau des racines, donc dans le souterrain. Et là, Corignas nous l'a déjà dit, que les plantes émettent des sécrétions. Dont le but, c'est pour elles pousser. Donc en fait, ils émettent des messages chimiques pour dire j'ai besoin de ça. Et autour des racines, dans le sol, il y a des champignons, il y a des bactéries, c'est plus décomposer des choses, mais ils émettent des signaux pour dire tiens, j'ai besoin de tel, j'ai besoin du phosphore, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et les champignons qui sont autour disent d'accord, je vais te donner ça, et pour ça il me faut de l'énergie, tu me donnes de l'énergie. Donc une plante, elle se nourrit, elle vit par la lumière aussi. Donc elle est capable de donner ce qu'il faut à ces champignons pour aller chercher une nourriture plus loin. Et tout ça, il y a des transformations qui se font. Donc par exemple les bactéries transforment tous les déchets qu'on met sur le sol en éléments plus simples. Et tout ça, ça collabore à nourrir les plantes.
Donc tout est enchaîné, multiple et complexe. Et c'est toujours du donnant-donnant. Et finalement, tous les éléments vivants s'y retrouvent. Si je peux peut-être dire, il faut savoir que pour les plantes, il y a 95% qui n'a rien à voir avec le sol pour faire bien pousser une plante. C'est la température, la lumière, etc., bon, le voisinage, etc. Donc on pense qu'on nourrit la plante, et c'est vrai que c'est indispensable les 5% qu'on donne à la terre pour que la plante pousse bien, mais il y a 95% qui vient d'autres choses, donc qu'on a moins possibilité de gérer. Donc on se croit super puissant, mais en réalité la nature l'est beaucoup plus que nous. Donc la tâche aussi une grande importance à la couverture du sol. Bon, on va peut-être un peu se répéter, mais dans la nature sauvage, le sol n'est jamais nu, donc dans une forêt, il y a toujours des déchets qui tombent. Ça peut être des déchets de plantes, d'arbres, de branches, même des déchets des animaux, hein, des déjections. Des caca. Et les cadavres aussi hein, des animaux. Tout ça, ça va être ça. Donc en surface du sol, tout ça, un peu à la fois. Il y a des petites bêtes qui viennent se nourrir, donc des vers, des cloportes, des carabes, etc. Qui viennent se nourrir de tout ça et viennent enfouir ça dans le sol par eux-mêmes, puisque les vers de terre vivent dans le sol, viennent chercher de la nourriture en surface et ils viennent enrichir par leur déjection, même en surface et dans le sol aussi. Donc un ver de terre, quand il progresse dans le sol, il y a aussi quelque part, il doit faire des mucus pour pouvoir glisser dans le sol. Donc tout ça, toutes ces sécrétions, enrichissent en fait le sol. Et alors, elle a aussi constaté qu'il y a une activité intense autour des racines des plantes. C'est toujours plus intense autour des racines des plantes. Et même une plante qui est en fin de vie, qui va mourir, donc on peut aussi laisser des racines de plantes qui vont quelque part laisser de la nourriture pour des êtres vivants qui s'en nourrissent. Donc on a plutôt aussi intérêt toujours à l'esprit d'arracher et de mettre sur le tas de compost. Voilà, on enlève en fait de la nourriture aux êtres vivants du sol. Alors, qu'est-ce qu'on entend par couverture du sol? En priorité, on va d'abord regarder tout ce qu'on a autour de soi dans le jardin. Donc, il y a vraiment, on peut trouver de tout, des feuilles mortes, les restes d'épluchures, de cuisine, des déchets de jardin, donc branches, brindilles, des tailles d'arbres, qu'on peut avoir broyé ou bien pas. Gilbert, lui, avait choisi de ne pas broyer, de faire des tas comme ça. Après, ça met beaucoup plus de temps, mais le travail se fait. Hein, donc, un peu à la fois, tous ces tas diminuent et ça profite à la vie du sol. Donc, en résumé, on remet tout ce qui est ou qui a été vivant, donc les déchets organiques. Donc, en résumé, tout ce qui vient de la nature doit en principe y retourner. Ici, je vais peut-être un peu plus focaliser sur la méthode de Gertrude Frank. Donc, on voit déjà un peu son approche, donc proche quand même de la vie du sol. Et sa méthode, elle s'approche justement en respectant ce qu'elle a observé. Donc, comme les plantes s'entraident, il faut mettre un mixte de plantes au jardin. Bien sûr, quand on veut aussi cultiver des légumes, bien sûr, il faut aussi
cultiver ce qu'on a envie d'obtenir, mais il ne faut pas négliger ce qu'il y a qui peut venir aider ces plantes à pousser. Donc, elle préconise donc d'établir un plan sur papier pour bien avoir... donc, c'est une Allemande, hein, donc il y a quand même une certaine rigueur et une certaine discipline germanique. Donc, elle cultive en ligne et elle espace ses lignes de 50 cm. Donc, elle a classé les types de légumes en 3 parties, 3 catégories. Donc, elle a donné une lettre A, B et C. Et donc, je vais expliquer un peu à quoi correspond chaque catégorie de légumes. Mais je vais d'abord expliquer sa disposition. Donc, tous les 2 mètres, on met une ligne A. Donc, et on répète ça ainsi sur toute la parcelle qu'on veut faire avec cette méthode. Les légumes de catégorie B se mettront au milieu, donc à 1 mètre des lignes A. Donc, on a des lignes déjà tous les mètres, donc A, B. Et entre deux, des catégories C, ligne C, tous les 50 cm. Donc, entre chaque ligne de A, B. Donc, c'est un peu peut-être complexe ce que je raconte. On a suivi. Donc, ça veut dire qu'on aura 2 fois plus de lignes C que de A et de B, puisque on en met tous les 50 cm. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces lignes? Donc, je vais un peu expliquer. Les lignes A, ce sont des cultures en grand développement. Donc, hauteur, largeur, et de cultures longues, qui occupent pratiquement le terrain toute la saison. Donc, pratiquement, je ne vais pas dire que tous les légumes sont présents du mois de février jusqu'au mois de décembre, c'est pas vrai, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont besoin de beaucoup de temps pour pousser et qui viennent plus grands. Donc, en exemple, les tomates, haricots à rames, les pois à rames, actifs ou tardifs. L'artichaut, c'est dans les 2 pans, ça. Oui, et C'est pas faire parfois, des lignes, c'est vivace, hein. et ça prend parfois beaucoup de place C'est en pas faire des largeur. lignes avec de l'artichaut. Ça, il faut parfois mettre ailleurs, hein, mais bon. Je ne vais pas dire qu'on sait mettre tous les légumes dans sa méthode, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut y mettre. Donc je continue. Pour les légumes A, les concombres, cornichons qu'on fait pousser sur un treillis, tous les choux d'hiver, pommes de terre, une courgette par-ci par-là, ou des petites courgettes, ou des courges qui montent sur un filet, des fèves et du maïs. Donc on voit que ce sont des plantes qui ont quand même besoin d'un temps assez conséquent pour pousser et qui prennent de l'ampleur. Dans les lignes B, donc entre 2 à 1 mètre, ce sont des cultures à développement moyen. Donc ça veut déjà dire, voilà, on a des hauts, des bas, donc on crée un peu un genre de microclimat et on essaie de garder l'espace et la lumière pour chaque légume. Donc, les lignes B, ce sont des développements moyens, donc moins hauts, et qui occupent souvent le terrain que pendant soit le premier ou soit le deuxième semestre de l'année. Bon, par exemple, les oignons de provision, des poireaux repiqués, des salsifis, des choux-fleurs, des choux hâtifs, là, tout ça, c'est des légumes qui poussent pendant maximum 6 mois de l'année, 3, 4 mois, et après, donc ils sont mûrs, on récolte, donc on peut encore y mettre autre chose. Choux hâtifs, betteraves potagères,
des pois nains, les céleris, des haricots nains, des panais, des bêtes et des semis d'oignons de garde, donc qui doivent rester longtemps aussi. Dans les lignes C, donc forcément on va trouver des cultures à plus faible développement et à croissance plus rapide. Et là, en fonction du légume, on pourra faire entre 2 et 3 récoltes de légumes différents au même endroit. Ce seront par exemple des carottes hâtives. C'est uniquement légumes ou par exemple les fraises, on peut aussi mettre par exemple... Oui, on pourra aussi intercaler les fraises, mais il faut bien se rendre compte qu'un fraisier reste plus qu'un an sur place. Ouais. Donc voilà, je vais expliquer un peu ça après. Donc les fraisiers, il ne faut pas les changer chaque année de place, sinon vous n'allez jamais avoir de récolte. Donc on laisse ça quelques années, enfin 2 ou 3 ans. Ils ont 7 ans, 5 ans, oui, il faut Ouais, que je pense. Pour des jours qui donnent. Pour plus de facilité, parfois c'est peut-être intéressant de ne pas les mettre dans ce système-là, mais on peut. Elle le fait. Alors je reviens. Donc carottes, laitues, toutes les laitues. Donc on sait qu'une laitue, Radis. oui. Donc des choux raves, des chicorées, fenouil, panais, radis, les semis de poireaux, les semis d'oignons actifs. Donc vous allez peut-être voir que parfois on retrouve les mêmes légumes dans les B, dans les C, en fonction de si c'est actif ou pas tardif. Par exemple l'oignon, l'oignon cultivé en actif, ça sera plutôt en culture courte, donc sur les lignes C. Et celle pour les provisions d'hiver, c'est durée moyenne, c'est plutôt sur les lignes B. Alors, bon, on a notre plan sur papier. Évidemment, sur le terrain, il faudra aussi matérialiser ça avec des repères sur le terrain. Donc là, on peut mettre des petits piquets, des petits repères. Bon, moi j'ai encore trouvé autre chose. Et là, pour faciliter, au lieu de faire des A et des B et des C, on peut mettre une couleur. Donc elle avait utilisé pour le A le rouge, pour le B le vert et pour les lignes C le bleu. Donc on met des petites étiquettes ou des petits repères. Bon, moi j'ai, parce que des petits piquets en bois, on risque de choper dessus et de se casser la figure. Moi j'ai trouvé des fers comme ça, enfin des fils de fer assez gros que j'ai pliés comme ça en cavalier. Et j'ai pris un bouchon de rouge, soit une bouteille à lait ou des trucs comme ça, des bouchons de couleurs différentes. Je perce un trou et je viens enfiler dessus. Et je viens enfoncer le cavalier comme ça à la surface du sol. Ça dépasse à peine, donc il y a moins de risque de jeu. Et voilà, et si les bouchons sont foutus, j'en remets d'autres. Voilà, c'est pas. Donc j'ai trouvé ça moi comme alternative. Et bon, chacun y fait un peu ce qu'il veut. Alors vous allez me dire, bon, pour les rotations de culture, comment que ça se passe? Donc, une année, donc c'est à tous les 50 cm, les cultures, il y a des lignes. L'année suivante, on va tout déplacer de 25 cm. Donc tous les piquets vont se déplacer de 25 cm sur l'interligne. Donc l'interligne qui n'aura pas été cultivée, pas tout à fait. Je vais y revenir parce qu'on va y mettre quand même quelque chose. Et ça veut dire que les légumes vont se déplacer. Donc plus ou moins il y aura une rotation des cultures, mais il faut toujours déplacer dans le même sens. Pas une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et alors on fera en sorte que par exemple si on sait que le chou peut facilement avoir la hernie. Donc, si le chou se trouve par exemple en ligne A, une année, donc on va déplacer
va venir dans l'interligne, 25 cm. Il n'y aura pas de problème puisqu'il n'y a pas eu de souci. L'année d'après viendra la ligne B, donc il faudra faire en sorte qu'on n'ait pas mis dans ces intervalles une variété de choux. Sinon, on risque d'avoir à nouveau la même famille et la même... Donc, dans son schéma initial, si on met une ligne de choux à un endroit, il faut au moins remettre une ligne de choux pas avant 8 ans. Donc ça veut dire que sur les 2 mètres, donc ligne A et ligne A c'est 2 mètres, quand on aura déplacé pendant chaque année de 25 cm, ben, il y aura 8 ans avant qu'on arrive à nouveau à une ligne A où on aurait pu mettre par exemple un chou la première année, ligne A, un chou. Mais le fait qu'on déplace tout chaque fois de 25 cm, ben ça mettra 8 ans avant de remettre un chou au même endroit. Donc, ça respecte tout à fait la rotation des cultures. Mais c'est ce que je fais. Alors, donc on établit son plan une fois pour toutes, sauf si on change d'avis, qu'on dit tiens j'ai besoin moins de choux, moins de ci, moins de là. Mais autrement, ce plan-là, on le garde une fois et on déplace chaque fois 25 cm. Alors, cerise sur le gâteau, pour avoir un maximum de plantes, on ceinture la parcelle d'autres plantes. Donc autour, on met des fleurs, des plantes aromatiques, des plantes condimentaires, quelques vivaces, et tout ça pour avoir un maximum de pollinisateurs. Alors, les interlignes. Donc, entre les 50 cm, j'avais dit, on ne met rien. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les interlignes servent à mettre des lignes enrichissantes pour le sol. L'engrais vert. Et elle utilise beaucoup l'épinard. Donc elle fait des semis d'épinards, donc tous les 50 cm, donc entre les lignes de culture, au printemps, elle vient semer les épinards, donc en ligne. Alors, l'avantage de l'épinard, c'est que il pousse assez vite, germe même à basse température, et ça ne reste pas très très longtemps, parce qu'une fois qu'il commence à faire chaud, ben, ça monte à graines. L'épinard a des racines très profondes. Donc ça va jusqu'à 2 mètres de profond, même plus. Les radicelles, ça va très très profond. Et va justement aller chercher tous les éléments nutritifs qui auraient pu être lessivés par les pluies. Donc l'épinard a aussi une haute teneur en saponine. Saponine qui a la propriété d'éviter les carences en fer pour les autres cultures qui vont suivre. Donc en fait, il y a déjà une transformation qui se fait par ce constituant pour rendre le fer assimilable pour les plantes qui suivent. L'épinard contient aussi de l'acide oxalique. Et là, justement, c'est intéressant parce que, apparemment, cette teneur d'acide oxalique permet de lutter contre la hernie du chou. Donc on lui met des choux à côté. Voilà, à l'endroit où on aura mis les épinards, ben voilà, si après l'année d'après on déplace, ben voilà, ça va profiter. Choux et épinards côte à côte. Si. Il y aura peut-être déjà une influence, mais même l'année qu'on va déplacer, il y aura encore toujours. Pourquoi? Parce que la racine, justement, lorsqu'on va récolter, lorsqu'on va faucher les épinards, en principe, l'épinard est utilisé comme engrais vert. Je ne dis pas qu'on ne peut pas en consommer, c'est pas ça. Mais comme on en met beaucoup,
on ne sera de toute façon pas à tout manger non plus. Donc on va passer avec une rasette et couper à ras toutes ces plantes et hacher tout sur place. La racine va rester dans le sol et c'est elle qui va faire tout ce... elle va se décomposer, même assez vite. Mais voilà, ça va laisser des constituants dans le sol. Et cet espace-là, pour le reste de l'année, donc il y a l'épinard, mais on peut mettre d'autres engrais verts, hein, du trèfle et tout ça aussi. Ben, tout ça, après, ça peut servir de zone de compostage de surface. Donc entre ces 50 cm, on aura déjà haché les feuilles d'épinard. On viendra mettre tous nos déchets, on récolte ton entourage et venir mettre entre deux. Un petit peu de temps de gaz. Voilà, il y a tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, et même ces déchets de légumes. Les déchets d'épluchures, ben, voilà. Pour ceux qui ne supportent pas, ben, ils ferment les yeux. Mais déjà, Dans les lignes. Ben, oui, mais entre les enfin, lignes, c'est ouais, bien. voilà. Parce que de toute façon, les légumes vont aussi le couvrir, et à la belle saison, ben, il y a une bonne partie qui va se décomposer, se sécher même, puis se décomposer. Et au fur et à mesure, ça sera intégré au sol. Et l'année d'après, on aura une zone où la terre, en principe, elle reste souple, puisqu'il y a une grande activité des vers de terre, des bactéries, des champignons qui viennent malaxer tout ça. Et en principe, le travail du sol deviendra de moins en moins nécessaire. Celui qui a une pelouse ou un voisin qui a une pelouse qui ne sait pas trop quoi en faire, ben pour cacher un petit peu tout ce qu'on a mis, Ouais, ben, voilà, au-dessus. on met un petit peu de pelouse au-dessus. Hein. Ça se voit beaucoup moins. Alors, je vais vous aussi, dire oui. assez rapidement, mais je vais revenir sur tout ça Au prochain. le mois prochain et peut-être encore après. Voilà, il y a aussi des associations qui se font sur la ligne de légumes. Par exemple, elle trouve que par exemple laitue et radis vont bien ensemble. Pourquoi? Parce que la laitue garde une certaine humidité propice au radis qui sera moins vite attaqué par l'altis. Donc en période plus chaude et sèche, ben voilà, il y a des puces de terre là, qui viennent faire des petits trous dans les radis. Et lorsqu'on a des laitues mélangées avec les radis, la laitue apporte cette humidité qui ne sera pas propice aux altis. Poivron et carottes. Ouais, je dirais laitue cerfeuil aussi, parce que ça aussi, la laitue va garder une certaine humidité pour le cerfeuil, et il y aura beaucoup moins de risque de pucerons sur les laitues si on y a associé le cerfeuil. Carottes et anettes, par exemple. Anettes, c'est un peu plus haut. Les choux et céleri. Bon, tout ça, je vais un peu détailler plus, mais c'est pour vous dire que sur les lignes mêmes, on fait aussi un mix. Oui, oui. Et mais le tout, c'est qu'il faut quand même espacer. Si par exemple on met des choux et des céleris, il faut qu'il y ait de l'espace aussi pour les choux, pour les céleris. Donc à la limite, c'est un peu peut-être décalé et mettre un peu en quinconce. Dans tout ça, il faut voir que chaque légume a assez d'espace. Mais là aussi, par exemple, l'odeur du céleri va empêcher plus ou moins la pierrie du chou. Voilà. Il y a aussi les fleurs qu'on peut dire mettre entre deux. Bon, il y a les cosmos, il y a les Capucines, les tagettes. ouais, les targettes pour les tomates par exemple, le calendula, là, les soucis aussi. Ben, tout ça, ça aide aussi pour les insectes. En plus, donc souvent on dit ben ouais, on attire des insectes, mais il y a quand même beaucoup d'insectes, je veux dire, qui ne sont pas nuisibles et qui servent à la pollinisation. Alors, petit détail, les fleurs sauvages, même des mauvaises herbes et tout ça, attirent parfois beaucoup plus les abeilles et les cirques et tout ça, que des fleurs qu'on sème et qu'on cultive, enfin sélectionnées. Donc ça, il faut le savoir aussi. Par exemple,
le souci, ben, il attire quand même, c'est pas mal. Donc, Et préférer les fleurs simples que les Voilà. fleurs doubles. voilà, Ah, tout à fait. Donc, en fait, j'ai acheté des cosmos. pardon. Les Qu'est-ce aromatiques. que tu appelles des fleurs doubles? Oui, 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 oui. Ben, Ben, de par les Il y odeurs, a pas donc de cœur. On voit pas le l'odeur cœur. peut repousser des Ah, insectes. oui, Ou, par exemple, une capucine peut attirer des pucerons. Mais ils se focalisent sur les capucines. Et là viendront après, il faut laisser le temps aux coccinelles de s'installer aussi, parce que eux aussi, quand ils ont besoin à manger, ils vont là où il y a à manger, et ils viendront manger des colonies de pucerons. Et ça, je vais en rentrer un peu plus en détail, parce que bon, c'est pas aborder tout ça sur un coup. Donc les capucines, en fait, c'est bon pour les coccinelles. Ça attire Ah oui, les oui, pucerons et les du coup les coccinelles, coccinelles. oui. Ouais. Et on peut manger aussi des fleurs de capucine. Oui. Donc, C'est voilà. envahissant. Voilà, donc ça, Non, Non, les capucines, Ah, moi, je sais plus en débarrasser. Ouais, si, D'année en année. donc les- parfois oh, il faut c'est une mettre catastrophe. sur le Ah ouais, mais pourpour. ça, Et voilà. ça sent les plus. Ah oui, mais quand ça sème. Mais si ça pousse sous les choux, ben, c'est peut-être pas un problème. Hein. Bon, Ouais, si ouais. le chou pousse au-dessus, voilà. Tout ça, c'est un peu combiné, voir ce qui pousse haut, bas, à telle période fleurie. Ben, c'est tout Ouais. une démarche à faire, mais allez, ça vaut la peine de le faire parce qu'on sera gagnant à la fin de l'année. Donc, C'est ça. voilà, Il n'y a je rien vais qui est vraiment pas mauvais, quoi. vous enquiquiner davantage. Si, les Pour aujourd'hui. démarches, Donc, voilà. C'est ça un petit peu le travail du jardinier, c'est prendre de l'expérience. Mais l'expérience vient sur toute la vie. Théâtre. Hein, chaque année, on apprend quelque chose de nouveau, ou on apprend à l'un, ou on apprend à l'autre, on a vu quelque part, on essaye, c'est comme ça. Hein. Et la première chose qu'il faut cultiver, c'est la On patience. va en avoir des photocopies de ça? Ça, on n'a pas de semence de on sait pas tout patience, redire. en tout cas dans ce sens-là. Mais c'est ça qui est important. Justement, il y a ici Bernadette qui me dit, ce document, est-ce qu'il va se trouver sur Internet? J'ai déjà fait appel à des personnes, s'ils veulent. C'est que les cours qui sont enregistrés ici, il y a des gens qui ont fait des résumés de tout ça. Donc, je crois qu'on a des résumés jusqu'en 2019, bon, jusqu'à la période où on a eu le Covid. Donc, après, bon, voilà, ça s'est un peu arrêté là. Donc, des gens n'étaient peut-être plus disponibles et tout ça. Donc, moi, je fais appel à ce que des gens reprennent le flambeau de ceux qui l'ont déjà fait précédemment. J'ai pas d'imprimante, j'ai rien d'autre. c'est pas dire. Non, non, mais ça peut très bien être en manuscrit. Bon, le tout, c'est d'écouter. C'est apprendre à noter le plus en important. écoutant. On n'a pas fait d'askéno, hein. Non, non, mais bon, ceux qui ont l'ordinateur, on se met sur pause hein, entre deux notes. Et ça ne doit pas être du texte intégral, hein, ça doit vraiment être un résumé. Donc, un cours, c'est 2 ou 3 pages, hein, pas plus. Hein, donc, Et pourquoi on ne peut pas prendre ça en photo et envoyer par WhatsApp un peu à tout le monde? Ouais, moi je veux bien mettre des choses. Allez, je sais mettre des documents, je sais pas mettre du PDF. Ça, c'est pas possible avec notre. WhatsApp, ça va Résume, ouais, Mais ça, il y a des choses, mais j'aimerais bien que voilà, qu'il n'y a pas que moi qui travaille, qu'il y en a d'autres Voilà. qui peuvent aussi. Vous prenez votre le courage, faire. vous le faites. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et les gens qui sont intéressés pour faire les résumés, je peux leur envoyer ça comme base pour étoffer le truc. Allez, Bernadette, prends. Ben, moi, je suis intéressée pour prendre en photo, par exemple, le cours, et par WhatsApp, mais tout le monde n'a pas WhatsApp. Après, ça va vite, hein. On envoie sur WhatsApp et tout le Ouais, monde reçoit. mais allez, pour que ça soit accessible à tout le monde, Oui, c'est ça. on peut. Bon, moi, je peux scanner un truc, je mets en JPEG. Bon, c'est pas la qualité idéale, mais voilà, ça permet à tout le monde de l'imprimer. Donc, ça s'est fait pendant plusieurs années. Donc, Oui. bon, voilà, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent. Bon, parfois des gens qui sont plus intellectuels et qui aiment bien Ignace, ce genre de c'est travail-là, qu'une de fois la par mois. Mais il faut bureautique. du temps aussi. Ignace, Ben voilà. c'est qu'une fois par mois. Si tu prends ça, non, c'est pardon, Michel.
si tu prends ça, ça veut dire que moi je peux rajouter mes notes et je te les envoie, c'est qu'une fois Ouais. par mois. Ouais. Non, parce que moi j'ai pas fait de sténo, mais je note aussi vite que tu parles, puisque je suis assistante de direction. Et Ah ouais, mais je j'ai prends les notes entendu des que tu as déjà pas conférences. mal de travail. Donc, Ouais, j'ai déjà pas mal, mais c'est si pour ça ça pourrait que aider. Ouais, je sais bien. tu mais avais si ça déjà pourrait- abordé Ouais, je le sais, j'ai sujet, déjà pas mal mais de Il faut trucs. les m'as dit, adresses j'ai mail, déjà moi je veux bien du travail, envoyer, donc. mais il faut les adresses mail. On quoi. peut essayer, quoi. non, on ne va pas travailler comme ça Ah, je sais par pas. adresse Ouais. mail parce que non, il C'est faut trop que ça soit compliqué. disponible pour tout le monde. Ouais, ouais. Que ce soit Ah oui. voilà, tous les Non. internautes. Dans le même style de demande de Michel, on est toujours ouvert à tout le monde qui veut bénévolement proposition. donner un coup de main, même venir dans le comité, donner un coup de main à Monique, donner un coup de main à Michel au jardin, donner un coup de main dans la salle, etc. Il y a toujours des choses à faire. Il y a des gens qui s'ennuient. On ne doit pas nécessairement être jardinier à fond pour pouvoir donner un coup de main. Hein. Si tu as un On- patron qui dit On, tiens, tu fais on ça, vient ben, tous une année à la fois, une année plus âgée. Donc, si on n'a pas de relève non plus, on est voué à mourir, Disparaître. ouais, à disparaître. disparaître. Bon, maintenant, l'association, on a le local, on a le jardin. Le jour qu'on n'a plus le local et le jardin, je ne sais pas ce que ça va devenir. Donc ça, il faut le savoir aussi. Hein, bon, voilà. C'était un peu l'appel que je voulais lancer, parce qu'on en a un petit peu discuté, Monique et moi. Que, bon, si Monique disparaît, ça sera un vide complet. Si Michel n'est plus là, ça fera un gros vide. Si moi je suis plus là, ça fera un gros vide. Christophe et plein de gens. Hein, donc il faut, et c'est bien que cette année-ci, on a eu une relève un petit peu pour mettre les graines en sachet, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a un tas de petites choses à faire. Ben, le collectif, c'est ça. Hein, chacun y met sa pierre à l'édifice voilà. et ça fonctionne bien. Quand Et il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, ben, même s'il y a une personne qui disparaît ou qui est dans l'incapacité de le faire, ça ne crée pas trop de problèmes. Mais s'il n'y a que 4-5 personnes qui font l'ensemble des trucs, et s'il y a une personne, c'est un cinquième ou un quart qui s'en va. Donc,